Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Deuxième partie de ma vidéo sur les barres de toit. Donc aujourd'hui je vais chercher une barre de toit, un porte-vélo plutôt, pour mes barres de toit. Donc en fait c'est des barres de toit que j'avais récupérées, que j'avais installées de chez Yeslac. C'est des copies de Tesla, donc en fait elles ont exactement la même forme, le même ici. Donc j'ai fait des recherches, ce qu'ils appellent ici le T-Track, qui est présent sur Tulle par exemple. Donc tous les porte-vélo Tulle s'adaptent ici grâce à un système qui s'appelle le T-Track. Donc en fait c'est une vis qui vient se mettre à ce niveau là. Et donc ces barres de toit, hop, je vais pouvoir m'en servir pour mettre mon porte-vélo dessus. Et on va voir en fait la consommation, parce que je vais récupérer ce porte-vélo dans la Somme. Donc moi pour rappel je suis à Lille, là je suis en train de charger au superchargeur de Anglo, donc qui se trouve à côté de chez moi. Et donc on va aller jusqu'à Abbeville. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est entre pour situer entre Amiens et Berck, je sais pas si ça vous parle plus, mais donc dans la Somme. Et donc on va faire un trajet d'abord pour y aller, où on va vérifier la consommation qu'on aura. Ici je mettrai, je ferai un reset, parce que j'avais fait un reset donc après mes vacances. Et vous voyez j'ai ma moyenne à 149 Wh par kilomètre. Je vais faire mon reset ici. Hop, voilà, donc on va repartir de zéro. Et on regardera donc ma consommation quand on va arriver à Abbeville. Et ensuite sur le retour on fera la même chose pour voir le niveau de consommation. Sachant que la route qu'on va emprunter c'est on va dire relativement peu d'autoroute, c'est plutôt de la voie rapide à 110 voire moins 90 et puis après on va sortir carrément de l'autoroute. Ça sera des chemins, enfin pas des chemins mais de la départementale, donc on aura une vitesse encore moindre, mais on pourra déjà voir s'il y a une différence au niveau de la vitesse, enfin au niveau de la consommation. Voilà, je vous montrerai aussi comment installer ces barres avec donc ce porte-vélo sur les barres de toit, pour ceux qui se poseraient la question, et puis ça permettra peut-être de répondre à des questions aussi. Voilà, c'est parti. Et voilà, donc j'ai récupéré mon porte-vélo. Donc c'est un porte-vélo de la marque Tulle. Et c'est le modèle, si je me trompe pas, Outride. Donc il y a plusieurs modèles que vous verrez. Celui-ci a la particularité en fait d'avoir ce système qui vient bloquer en fait la fourche avant. Donc il faut démonter la roue avant. Et il y a un nouveau modèle qui permet d'accueillir les axes traversants. Donc ça c'est un ancien modèle que j'achète d'occasion pour mon vélo de cyclocross, pour pas salir l'intérieur de la voiture, pour pas trop salir on va dire. Et donc il y a deux types de fixation pour celui-ci. On a celui-ci qui s'appelle donc le T-Track. Et donc ça vient se fixer en fait à cet endroit là. Donc vous voyez en fait on a sur les barres de toit donc de chez Yeslac, et c'est la même chose chez Tesla, on a cette petite boulotte on va dire. On va venir insérer donc cette partie là, on vient juste appuyer sur le caoutchouc, et donc on va pouvoir ici le faire coulisser. Donc on va le faire coulisser un petit peu plus pour pouvoir le fixer. Et ensuite on va pouvoir venir fixer donc le porte-vélo. Si vous n'avez pas ces petites vis, parce qu'en fait on a la possibilité également d'utiliser ce type de verrou, et donc celui-ci est aussi adapté pour venir se fixer au niveau de la barre de toit. Voilà, mais moi c'est pas ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ces vis, ça fera beaucoup plus propre. Et donc avec ça en fait on n'a pas le souci comment dire, du bombage, parce qu'en fait comme vous voyez les barres de toit sont un peu bombées, et donc on n'a pas une surface totalement plane. Mais pour ce type de porte-vélo par exemple, ou pour certains coffres de toit, quand on utilise le T-Track de chez Tulle, on va pouvoir facilement s'en servir en utilisant cette partie là. Voilà, donc je vais faire le montage et puis je vous récupère tout à l'heure. Voilà, une fois les vis donc fixées, on vient simplement poser donc le porte-vélo. Il y a un trou qui est dédié à ça.
donc vous voyez ici, et ensuite on vient visser donc la petite partie là avec le barillet. Donc on va le venir fixer ici pour pouvoir le verrouiller ensuite. Donc pas facile à le faire à une main. Voilà, donc là il est fixé et on va pouvoir le fermer, verrouiller avec la clé. Voilà, donc ça c'est la première étape et on va faire la même chose à l'arrière. Vous avez également un trou ici et on a le petit verrou qui est là. On va venir tourner et visser. Voilà, donc cette partie a été fixée, la partie devant a été fixé, et moi sur mon vélo de route j'ai un axe classique, un axe non traversant, et donc c'est celui-ci qu'il me faut et je vais pouvoir positionner mon vélo directement dessus. Donc on va le faire. Donc pour prendre le vélo, prenez-les ici à ce niveau là, et il va falloir positionner la roue de manière à ce qu'elle vienne sur le truc. Donc il va falloir qu'on règle un petit peu parce que je ne l'ai jamais fait sur ce vélo. Donc on va prendre ici, on va le poser. Voilà, et donc vous voyez ici, ça vient bien dans l'encoche. Donc là je vais pouvoir déjà verrouiller cette partie là pour pas que le vélo tombe. Voilà, donc il faut tourner cette petite pièce grise pour qu'elle vienne suffisamment en appui mais pas trop, pour pas casser la fourche, et venir donc pincer, et là on va pouvoir fermer avec l'antivent. Voilà. Donc là ça ne bouge pas. On va fixer également donc la roue à l'arrière. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était que ça devait venir coulisser. Donc on va venir ici au centre de manière à ce que ça soit bien au milieu. Voilà, et là vous pouvez venir le fixer comme ça de manière à ce que la jante ici ne bouge pas. Voilà, et dernier contrôle, on va venir ici secouer déjà pour voir si ça ne bouge pas. Si ça bouge, c'est que c'est pas assez serré. Et pareil, le vélo, on vérifie qu'il est bien fixé, que ici la fourche ne sort pas, et donc il sort pas, donc c'est bon. Voilà. On va pouvoir reprendre la route pour le chemin du retour. Voilà, avant de prendre la route, vérifiez quand même une chose d'abord, c'est que la pédale ne vienne pas taper sur la vitre. Là vous voyez, elle va toucher la vitre. Donc l'idéal c'est ici de venir la fixer ou de la positionner de manière à ce que vraiment elle ne tourne pas. Que j'ai prendre un bout de ficelle ici pour fixer ça, pour pas que ça bouge. Parce que si ça bouge, vous pouvez casser la vitre du toit vitré. Et donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, donc ici je vais vous montrer au niveau de la consommation tout à l'heure. Donc on a fait 124 km pour venir. C'est pas forcément très vallonné, donc dans un sens ou dans l'autre. On pourrait être peut-être impacté par le vent. Alors il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais ça pourra jouer un petit peu. Donc à l'aller on a eu 154 Wh par kilomètre de consommation, et on va voir là sur le chemin du retour si on a une valeur qui est proche ou pas. Avec mon expérience avec ce type de vélo, il n'y aura pas une grande différence, mais on va voir. 154 Wh par kilomètre à retenir. Et donc hop, à l'avant, ce qu'on va voir là sur la voiture, vous voyez, c'est l'importance du vélo. Donc il n'y a pas une très grande prise au vent par rapport au reste de la voiture. Vous voyez, la voiture est beaucoup plus massive, et donc je pense que bon, il y a un peu de traînée forcément en plus, mais ça doit pas être non plus énorme.
Donc on gardera un œil sur la consommation pour voir ce que ça donne. Voilà, et on est reparti vers Lille. Alors une indication déjà pour ce trajet. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à l'aller on a consommé, donc on avait vu à la moyenne à 156 Wh par kilomètre, et on a consommé 25% pour arriver jusqu'ici. Pour le retour, là, la voiture me prévoit déjà une consommation supérieure. Donc on serait plutôt à 30% de batterie pour venir, pour aller jusque chez moi, avec ici une arrivée comme vous voyez à 16%. Donc on va avoir un vent plutôt de face pour le retour, et donc ici déjà une consommation qui est calculée par GPS, alors qu'il ne sait pas qu'il y a un vélo sur le toit, supérieur de 5%. Donc on va voir tout à l'heure, enfin même pas supérieur à 5%, il y aura 5% de plus en consommation déjà par rapport à la batterie. Donc nous, ce qu'on va vérifier tout à l'heure quand on va arriver, c'est ce pourcentage, est-ce qu'il est respecté ou pas déjà. Parce que si j'arrive avec 16%, c'est que finalement par rapport au calcul de la voiture, on a les mêmes consommations qu'avec ou sans vélo. Et par contre ici, si je suis en dessous de 16%, c'est que le vélo aura fait consommer plus. Voilà, et on regardera également la consommation moyenne, parce qu'actuellement vous voyez là on a fait 13 km et je suis à 195 Wh par kilomètre, alors qu'on roule à 87 km/h, donc on roule pas vite du tout, mais on a une grosse conso à cause du vent. Et voilà, je viens d'arriver chez moi. Donc pour rappel, tout à l'heure on devait arriver avec 16%, on arrive avec 15%. Donc je peux dire qu'il y a une petite surconso, mais pas énorme. Si on regarde ici au niveau de la conduite, dans les statistiques de conduite, on a une consommation supérieure de 2,5% au niveau de la conduite, sachant que j'ai conduit de la même manière qu'à l'aller. Que peut-être il y avait du vent, on sait pas trop. Donc en moyenne on était à 150 Wh par kilomètre sur le retour également. Vous voyez qu'il faut 2 heures, parce que on passe par des villages, etc. Et à l'aller c'était pareil. Donc en termes de trajet, c'est exactement la même chose dans un sens puis dans l'autre. La consommation est identique, c'est-à-dire qu'on est à 154, 153 même Wh par kilomètre sur les derniers trajets qu'on a fait. Donc consommation identique, mais l'ordinateur de bord avait calculé que je consommerais un tout petit peu moins par rapport au fait que j'ai le vélo et le porte-vélo sur le toit. Voilà. En termes de bruit du vent, au final il n'y a quasiment pas de différence. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'avec les barres de toit, sans le porte-vélo, on entend quelques sifflements à partir de 110 km/h. Et ensuite avec le vélo et le porte-vélo, c'est à partir de 80 km/h qu'on entend en fait des sifflements en haut, mais c'est pas très gênant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met la musique, on n'entend quasiment plus rien, on fait plus très attention. Voilà, hop, si je descends de la voiture et que je regarde, donc le vélo n'a pas bougé, ici c'est bien fixé, tout est nickel en fait. Et puis à l'arrière on a l'avantage d'avoir ce type de fermeture, donc avec des jantes carbone plus hautes, parce que là c'est du 32 mm à l'arrière. J'ai d'autres jantes en 60 et ça passerait sans aucun souci. Il faut juste pas trop forcer parce que c'est du carbone, et donc aucun problème avec le vélo qui n'a pas bougé, qui n'est pas tombé du toit et qui n'a pas causé de dégâts. Voilà pour ce que j'ai à dire sur ce trajet. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a quasiment pas de surconsommation. D'après l'écran de la Tesla, c'est 2,5% de plus en consommation, qui est aussi peut-être dû au fait qu'il y avait du vent. On a eu pas mal de vent, et donc je sais pas comment est fait le calcul, mais en tout cas consommation quasiment identique, 1% de plus sur le trajet qui était prévu par rapport à l'ordinateur de bord. Et donc vraiment très satisfait
de ça, moi je vais pouvoir transporter mon vélo de cyclocross, hein, parce que celui-ci c'est mon vélo route. J'ai un vélo de cyclocross hein, qui permettra donc de pas trop salir à l'intérieur de la voiture quand j'ai fini mes crosses, parce que même avec en fait j'ai une lance qui permet de le laver, mais bon même avec ça après une course ça reste un petit peu sale, le vélo est humide, etc. Donc là ça me permettra de garder propre l'intérieur de la voiture. Je remercie une nouvelle fois Yeslac pour ces barres de choix qui reviennent à 200 € livrés au lieu des 600 €, plus de 600 € chez Tesla, donc 3 fois moins cher. Et en fait c'est la même chose à l'utilisation. Il n'y a pas d'électronique dedans. Au niveau de la qualité je dirais que c'est de l'aluminium, je suis même pas sûr. Et même pour les caches etc, j'ai regardé, c'est vraiment similaire, donc je vois pas de grosses différences. Quand j'ai regardé le manuel, c'est identique. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.